Je retrouve nos analystes Farouk Karim, Marie Montpetit, Gilles Duceppe et Marc-André Leclerc. Bonjour à vous quatre. Bonjour Esther. Bonjour. Je commence avec le vote des conservateurs contre le libre-échange Canada-Ukraine. Bon, Pierre Poilievre dit que c'est parce que les libéraux ont ajouté une mention sur la taxe carbone. Justin Trudeau accuse de son côté M. Poilievre d'importer des politiques de l'extrême droite américaine au Canada avec ce vote-là. Marc-André, est-ce que ces accusations de M. Trudeau, ça tient la route? Bien, c'est sûr que M. Trudeau va les utiliser là, entre aujourd'hui et la prochaine campagne électorale. C'est dans le pack-sac un peu, là, dans le coffre à outils de M. Trudeau. Là. Il l'a fait durant les dernières campagnes de toujours créer un sentiment de peur envers les conservateurs. Cependant, lorsqu'on crie au loup rapidement, lorsqu'on dit exemple, M. Trudeau faisait des références là, aux gens autour de Donald Trump, également Vladimir Poutine, l'extrême droite. Donc, quand on crie au loup, bien rendu en élection, lorsque les gens voient les différents candidats ou les gens qui ne connaissent plus ou moins Pierre Poilievre, une fois qu'ils vont le voir, est-ce qu'ils vont le comparer à un Donald Trump, par exemple? Et peut-être ils vont se dire il est moins pire que M. Trump, donc il me satisfait. Donc, c'est tout le temps un jeu dangereux, mais c'est de bonne guerre pour M. Trudeau de le faire. Il essaie de dépeindre son adversaire, surtout que M. Trudeau est en retard dans les sondages. Donc, il ne faut pas être surpris que M. Trudeau là, utilise ce genre d'attaque-là présentement. Oui. Gilles Duceppe, règle générale, les conservateurs sont en faveur du libre-échange. Comment vous expliquez ce vote des conservateurs, justement? Moi, je pense qu'effectivement, c'est du populisme. C'est de la même lignée que Trump. Si jamais on dit qu'il est moins pire que Trump, c'est sûrement pas un compliment, là, être moins pire que Trump. Faut pas être dans la même ligue que Trump. Et j'avoue que Trump est peut-être supérieur comme menteur à Pierre Poilievre. Mais en bout de ligne, ce que M. Poilievre fait, c'est qu'il dit qu'il préfère le pétrole à l'Ukraine. Parce que la plupart des pays adoptent des mesures telles que celles proposées dans les cadres des grandes ententes internationales. Donc, c'est clair. Mieux vaut le pétrole que l'Ukraine. Autre événement cette semaine, l'incident au poste frontalier Rainbow. Ça a été qualifié par Pierre Poilievre, on le sait, d'attentat terroriste. Monsieur Poilievre s'est défendu d'avoir été trop vite en affaires, mais les libéraux et le Bloc l'accusent d'agir de façon irresponsable. Farouk, est-ce qu'on peut parler d'un manque de jugement de Pierre Poilievre? Je crois que oui, M. Poilievre a été rapide sur la gâchette, là, sans mauvais jeu de mots. En tennis, on parle d'erreur non provoquée, hein, quand on fait une erreur soi-même sans que l'adversaire nous ait fait une mauvaise balle. Et M. Poilievre est un peu dans cette lignée-là. Moi, je fais un lien entre le sujet précédent, celui sur le vote sur l'Ukraine, et celui de la précipitation de M. Poilievre de qualifier ça de terroriste. M. Poilievre semble diriger ses messages vers sa base électorale conservatrice et je dirais que c'est peut-être un peu trop prématuré. M. Poilievre, pour gagner une élection éventuelle, doit aller chercher un électorat plus modéré et devra raffiner son message parce que s'il continue à parler à sa base électorale, je crois qu'il tire dans la mauvaise cible. Oui. Bien, justement, Marie, est-ce que Pierre Poilievre, vous pensez, a voulu marquer des points politiques en réagissant comme ça trop vite, comme le dit le Bloc québécois d'ailleurs? Non, absolument. Puis il a fait deux erreurs par rapport à cet incident-là. Tu sais, non seulement il a essayé de marquer des points en attaquant très rapidement, mais il a fait une erreur en faisant ça, en disant rapidement que c'était un attentat terroriste. Il aurait pu tout simplement s'excuser, dire écoutez, je suis allé un peu vite, c'est une erreur, prendre la chaleur dans le fond. Mais au lieu de ça, il a cherché un coupable, il a blâmé les médias, il a visé CTV News. Donc, à mon avis, il s'est discrédité encore davantage en faisant ça puis en prenant pas la responsabilité de son erreur. Tu sais, donc, stratégiquement, c'est une gaffe. Surtout qu'il devrait se concentrer à incarner le premier ministre en attente. Puis c'est un peu le travail qu'a fait son parti dans les derniers mois, d'essayer de revoir son image non seulement avec son à coup de changement de look, mais aussi avec des campagnes de publicité avec sa femme pour le rendre plus attachant, plus modéré,
moins radical aux yeux des électeurs, pour devenir une alternative crédible à Justin Trudeau. Mais en faisant cette sortie extrêmement partisane, à mon avis, il s'est décrédibilisé pour les gens qui le regardaient puis qui essayaient de voir s'il pourrait être une option. Il aurait dû faire preuve davantage de prudence comme l'ont fait les autres chefs de parti. Oui, parce que Marc-André, Marie a un bon point quand même, parce que c'est l'autre question qui se pose. Est-ce que c'est digne de quelqu'un qui aspire à la fonction de premier ministre? Ben, je suis d'accord avec Marie. Je veux dire, une fois que M. Poilievre a fait l'erreur, il aurait dû la reconnaître, là. Et ça, je pense que les gens, la population est toujours prête à accepter que les politiciens ne sont pas des êtres parfaits. Ils sont bien imparfaits à plusieurs reprises dans leur vie. Donc, de reconnaître, j'ai fait une erreur. C'est vrai qu'à ce moment-là, je veux dire, et ce que M. Poilievre doit apprendre, c'est que même s'il y avait eu 150 médias avant la période de questions, mais même si 150 médias avaient parlé de notre État terroriste, mais tant que c'est pas confirmé par les autorités, ben toi, t'en parles pas, là. Je veux dire, et là, d'essayer de blâmer un média plutôt qu'un autre, ça ne rend pas justice. Et je pense que M. Poilievre, bon, on veut pas admettre qu'il avait tort, mais il a eu tort d'aller là-dedans. Il n'a pas été assez prudent. Surtout que les questions qu'il posait, dans le jargon, là, c'est des lobes, là. C'était un peu des ballons de plage. Et tu demandes au premier ministre de donner tu poses une question au premier ministre pour qu'il t'explique une situation. Normalement, là, c'est pas là pour que ça te revienne vers toi, mais pour M. Poilievre, là, malheureusement pour lui, le ballon de plage, là, lui est revenu en plein visage. Oui, il aurait peut-être dû s'en tenir aux faits. Gilles Duceppe, plusieurs ont vu ça comme un test de leadership pour Pierre Poilievre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était un test de leadership, il l'a raté. Moi, je disais la semaine dernière qu'il répandait des faussetés sur la taxe sur le carbone. En Chambre, c'était faux ce qu'il a affirmé, que cet attentat supposément terroriste. Mais le lendemain, quand il s'explique et qu'il dit qu'il est inspiré d'une information de CTV et qu'on vérifie par la suite et qu'il a parlé avant même que CTV publie quelque information que ce soit sur Niagara Falls, mais là, il a menti carrément. Moi, j'ai vu des chefs de tous les partis à Ottawa avec qui j'étais pas d'accord, mais on débattait franchement, et il mentait pas à répétition. Je pense qu'il était en train de prouver qu'il est indigne d'être un premier ministre. Et je suis convaincu que les députés conservateurs du Québec doivent se sentir mal. Et je comprends de plus en plus Alain Reyes d'avoir quitté ce parti, sachant que ce serait un énergumène du type de Poilievre qui en prendrait la direction. Je veux revenir avec vous sur la mise à jour économique qui a été présentée mardi par la ministre Freeland. Bon, on l'a vu, les coûts de la dette explosent. Ça gruge énormément la marge de manœuvre du gouvernement. Malgré tout, Mme Freeland répète que le Canada est dans la meilleure position de tous les pays du G7. Marc-André, qu'est-ce que vous avez pensé de cet énoncé économique? Ben, c'est pas un énoncé, Esther, qui va passer à l'histoire, là. On n'en parle plus. Probablement que c'était la chose à faire parce qu'on voulait pas, il fallait pas non plus que le gouvernement dépense trop. Malgré même s'il n'y a pas de grandes mesures fortes, le gouvernement a quand même réussi à dépenser pour 21 milliards dans les prochaines années. Mais moi, ce qui m'inquiète, Esther, comme contribuable, comme père de famille, c'est que présentement, dans les prochaines années, le coût du service de la dette va être plus élevé que les transferts en santé aux provinces et aux territoires, là. Et quand on dit aux gens justement que la dette, là, c'est grave, les gens disent « Ouais, ben, OK, mais pourquoi? » Mais là, on a un bel exemple présentement, là. Donc, les intérêts de la dette vont coûter extrêmement cher. Le gouvernement fédéral n'a plus de marge de manœuvre actuellement. Donc, que ce soit une récession, je ne le souhaite pas, une deuxième pandémie, clairement, le fédéral n'est plus capable de dépenser. Et que ce soit les libéraux ou un autre gouvernement d'une autre couleur, il n'y aura pas le choix d'avoir un exercice là, de restriction budgétaire, financière, là, au cours des prochaines années. Oui, Marie, c'est une mise à jour, évidemment, qui survient alors que les libéraux n'arrêtent pas de dégringoler dans les sondages. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mise à jour pour que les libéraux remontent la pente un peu? Non, la réponse courte, c'est non. Là. Je veux dire, je pense que dans le contexte économique d'inflation, de coût de la vie, ce que les ménages s'attendaient, bon, c'est pas à des miracles, hein, on ne s'attend pas à des miracles des gouvernements, mais on s'attend à des petits coups de pouce du gouvernement quand il y a des mises à jour économiques puis des budgets qui sont mis en place. Mais là, c'est comme si le gouvernement
s'étaient retrouvés comme un couple qui a utilisé beaucoup la carte de crédit pendant que les belles années puis que ça allait bien, mais là, que maintenant qu'il y aurait un besoin, la carte de crédit, elle est pleine. Donc, il n'y avait rien vraiment pour, il y avait des éléments pour le logement, entre autres, mais ça, c'est des mesures, qui vont concrètement s'appliquer vraiment dans quelques années, donc, concrètement, pour donner un souffle aux citoyens, mais aux électeurs aussi, je pense que c'était pas dans le budget. Donc, est-ce que ça va venir aider les libéraux? La réponse, c'est non. Là, parce que je pense qu'ils ont plus la marge de manœuvre pour gâter, pour donner des cadeaux, pour s'aider, dans le fond. Ouais. Gilles Duceppe, sur ces 15 milliards, mais à partir de 2025, est-ce que ça arrive trop tard? Ben oui, ça arrive trop tard. Il fallait intervenir dès maintenant, parce que c'est maintenant que les gens ont des difficultés à se loger. On le voit tous les jours dans les nouvelles. Moi, quand j'étais député de Laurier-Sainte-Marie, où se trouve le quartier Centre-Sud, il y avait des organismes communautaires, tel Interloge, par exemple, qui ont créé environ 1000 logements à prix abordable, des coopératives. Or, les gens sont propriétaires de leur logement en coopérative, donc ça leur appartient pas individuellement. Et c'est des solutions comme celle-là qu'il fallait avancer. Encore est-il, il fallait qu'ils aient l'argent pour se faire et qu'ils l'aient rapidement, parce que le problème se pose maintenant, dès maintenant. Alors attendre d'ici quelques années, le problème ne se réglera pas. Ça va amplifier une situation qui est actuellement socialement inacceptable. Farouk, la ministre Freeland répète donc que le Canada est dans la meilleure position des pays du G7. On entendait Marc-André il y a un instant qui nous parlait de son inquiétude. Est-ce que vous pensez que c'est un argument qui rassure vraiment les Canadiens sur la situation économique actuelle? Non, je crois pas. Je crois qu'on rate la cible. Je crois que le gouvernement, avec cette mise à jour, cherchait quelque chose à faire. Donc, ils ont fait quelque chose. Mais comme mes collègues le mentionnent, c'est un peu trop tard, surtout quand le logement, ça prend du temps avant que ça fasse un effet. Les milliards annoncés dans la mise à jour ne sont qu'en 2025. Donc, il y a beaucoup d'anxiété économique, d'insécurité économique dans la population. Madame Freeland peut bien nous parler de ces beaux pourcentages du G7. Je ne crois pas que ça fait la différence dans le portefeuille des gens. Et pour l'avenir prévisible, ça va être que des mauvaises nouvelles, malheureusement, pour les gens. Je termine avec vous sur ce qui se passe au Québec. Ça a été une dure semaine pour le premier ministre François Legault. Évidemment, il y a ce sondage qui nous dit que la CAQ est en chute libre et le PQ est maintenant à 6 points d'avance sur la CAQ. Évidemment, il y a la décision de donner de l'argent public aux Kings de Los Angeles. Ça passe pas dans la population. Marie, je commence avec vous. Est-ce que tous les problèmes du gouvernement Legault actuellement, c'est le résultat de cette mauvaise décision du ministre Girard, ou si c'est plus profond que ça? Oh, c'est plus profond que ça. La décision de donner de l'argent, le 5 à 7 millions pour les Kings, là, c'est devenu un peu comme le paratonnerre. Là. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais les problèmes de la CAQ remontent à bien avant ça, dont notamment l'abandon du troisième lien au printemps dernier, alors que c'était une promesse phare de l'élection qui a eu lieu il y a tout juste un an. Donc, les citoyens, dont les citoyens de la région de Québec, mais même plus largement que ça, se sont sentis floués. Surtout que ça n'a pas vraiment été expliqué non plus. Puis finalement, le troisième lien a été repris, puis réabandonné. Puis un peu la même chose pour le tramway de Québec, qui est sous respirateur artificiel. Donc, les gens voient bien que c'est un gouvernement. Puis il y a eu la défaite dans Jean Talon aussi. Donc, on voit que c'est un gouvernement qui est déstabilisé à cause des sondages, déstabilisé à cause de cette défaite dans la partielle dans Jean Talon, déstabilisé aussi face à la réaction extrêmement forte qu'il y a eu suite à l'annonce pour les Kings de Los Angeles. Mais cette annonce-là, je pense que c'est surtout le contexte dans lequel elle se fait. Elle se fait dans un contexte où les gens ont de la difficulté à boucler leur fin de mois, à acheter de la nourriture. On a 10% de la population qui doit aller dans des banques alimentaires. Donc, c'est une démonstration de la déconnexion du gouvernement. Qui passe pas, là. Justement, Marc-André, le ministre Girard s'est expliqué pour sa décision cette semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces explications? Malheureusement pour M. Girard, là, sa crédibilité en prend pour son rhume. Là. M. Girard a toujours été vu comme un économiste, quelqu'un d'assez rationnel, de terre à terre.
mais son explication ou sa justification pour la subvention aux Kings a évolué là, entre l'annonce et cette semaine. Donc, pour M. Girard, c'est sûr, ça va laisser des traces, là. Et c'est quand même un joueur important dans l'équipe de la CAQ, mais c'est clair qu'à partir de maintenant, les gens ne regarderont plus M. Girard de la même façon. Et ça, c'est probablement ça le plus grand dommage là, de la dernière semaine pour M. Legault, là. Oui. Farouk, le premier ministre Legault, justement, a dit que les Québécois sont fâchés contre lui en réaction au sondage. Est-ce que vous pensez que c'est juste une mauvaise passe ou si c'est là pour durer pour François Legault? Non, c'est une mauvaise passe. L'avantage, c'est que l'élection est pendant 3 ans, donc il y a le temps encore. Marie a très bien expliqué tous les événements qui mènent à la colère des Québécois. Donc, M. Legault aura le temps de comment dire, d'inverser cette tendance. Moi, la mauvaise nouvelle que je vois dans ce sondage-là, c'est surtout, bien évidemment pour le gouvernement, mais c'est surtout pour les 2 autres partis d'opposition qui font du surplace. Qui ne prennent pas avantage. Le Parti libéral qui est en décroissance depuis leurs années au pouvoir, le Québec solidaire qui plafonne. Évidemment que le Parti québécois ramasse le gros de cette insatisfaction, mais c'est un gros... moi, je commençais à appuyer sur des boutons de panique chez les libéraux et chez Québec solidaire. Bien, justement, Gilles Duceppe, j'aimerais vous entendre sur le défi du PQ en ce moment, alors que les sondages sont aussi positifs pour la formation politique. Est-ce que l'appui au PQ, ça va plus loin qu'un simple vote de protestation contre François Legault, vous pensez? Moi, je pense que ça peut aller plus loin. J'ai toujours dit que l'histoire de l'humanité nous démontre qu'il n'y a rien de surprenant que des choses inattendues. Hein? Que le mur de Berlin soit tombé, c'était pas surprenant. Pourquoi en novembre 89? C'est qu'il y a un nouveau dirigeant de l'Allemagne de l'Est qui a dit « Bientôt, vous pourrez traverser dans l'autre zone ». Ils l'ont fait le soir même. Or, si on se rappelle notre propre histoire, en 73, les libéraux avaient fait élire 102 députés. Le PQ, 6 députés, n'avaient perdu un, passant de 7 à 6. Et pourtant, 3 ans plus tard, ils prenaient le pouvoir. Il n'y a personne qui aurait prédit ça en 73. Mais encore faut-il, là, être très rigoureux parce que les déclarations, les propositions du PQ vont être examinées de façon plus serrée. Alors, il faudrait être à la hauteur de la confiance que les gens leur accordent actuellement, sachant que c'est un bon nombre de péquistes qui étaient passés à la CAQ et qui reviennent au PAQ. Mais c'était en 3 ans. Mais c'était dans 3 ans également en 73. Ils ont bien travaillé. S'ils travaillent bien, tout est possible. Mais c'est du travail. C'est de la rigueur qui est exigée. Oui. Et il faut mentionner aussi que la souveraineté ne bouge pas, ne prend pas de points dans les sondages. Alors, ça fait le tour des sujets que j'avais pour vous aujourd'hui. Farouk, Marie, Gilles Duceppe et Marc-André, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. La semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.